Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale. Savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Rémi et de Brian et nous allons vous parler éco-responsabilité numérique et plus précisément comment être plus responsable quand on travaille dans le social media. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode du pod. Donc aujourd'hui, nous allons parler social media éco-responsable et pour cela, nous avons un invité aujourd'hui. Donc Rémi, je vais te laisser te présenter, c'est à toi. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors je suis donc Rémi Maronne et je suis directeur de projet de l'Institut du numérique responsable. J'ai aussi plusieurs fonctions parce que je navigue dans différents univers, mais donc je suis aussi également enseignant en marketing digital et marketing digital le plus responsable possible en école supérieure, notamment sur Nantes à Audencia et à l'université de Nantes, et à l'IAE Paris 1 à la Sorbonne. Et je suis co-auteur du grand livre du marketing digital, qui, la 2e édition, paraîtra en septembre prochain. Très bien. Merci à toi pour cette présentation rapide. Je suis aussi accompagnée de Brian, comme toujours. Bonjour Brian. Bonjour Gwen, bonjour Rémi. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que nous avons choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui ? Nous l'avons choisi puisqu'à l'heure actuelle, on en entend de plus en plus parler. Comment être plus éthique, plus éco-responsable dans la vie de tous les jours. Et cela vaut aussi pour le numérique et le social media. Cependant, c'est un sujet qui reste un peu obscur, je pense, pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce que l'on entend par social media éco-responsable ? Qu'est-ce que je fais si j'ai envie de m'y mettre ? Et est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est compliqué ? Par où commencer ? Etc. Mais pas de panique, Rémi est un spécialiste du sujet. Il est venu nous expliquer tout ça, nous partager ses petites astuces et son expérience. Alors, commençons ensemble à découvrir ce sujet. La première question que j'avais envie de te poser, Rémi, c'est... à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler d'une entreprise éco-responsable dans le domaine du digital, bien entendu ? C'est une assez vaste question. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, une entreprise, elle a cet impératif, cette nécessité, si elle en a envie, si elle voit effectivement le contexte dans lequel on évolue, d'aller se transformer et prendre en compte effectivement que chaque chose que l'on entreprend a une empreinte environnementale. Alors je ne m'arrêterai pas uniquement sur l'empreinte environnementale. Ce qui est intéressant, on va parler d'éco-responsabilité, on peut parler aussi de responsabilité au sens large, et je pense que c'est important de prendre le terme dans son ensemble, parce que ça se rejoint. Et pour moi, plus on va chercher à diminuer son empreinte environnementale, et plus finalement aussi on va tendre vers des pratiques qui sont éthiques et qui sont inclusives. C'est souvent des choses qui se rejoignent. Et donc, si aujourd'hui une entreprise comprend le contexte dans lequel on évolue, effectivement, elle va tendre à prendre en compte ces problématiques. Donc je dirais qu'à partir du moment où on fait la démarche, on a compris que le numérique a une empreinte environnementale qui est certaine, qui est palpable. On a beau, effectivement, c'est difficile de se rendre compte de ça, mais elle est bien là, elle est existante. Déjà, si on dit qu'on a conscience de ça, qu'on a conscience également qu'il y a des enjeux éthiques qui sont forts, de permettre aux utilisatrices et utilisateurs d'avoir un meilleur contrôle de leurs données, d'éviter d'être invasifs, d'être trop intrusifs dans la vie des internautes, et puis également de comprendre que on doit faire en sorte que le numérique soit accessible à toutes et à tous. Je dirais qu'à partir du moment où on déclare qu'on a pris en compte ces enjeux-là et qu'on va chercher à transformer ces pratiques, eh bien déjà en fait on est dans une bonne démarche et on peut déclarer que on va tendre à faire des choses.
Aujourd'hui, prétendre qu'on est éco-responsable d'une manière ou d'une autre, c'est difficile parce qu'en fait, on est encore en train d'évaluer en fait aussi beaucoup de choses au niveau du numérique. Quelle est l'empreinte réelle? On a encore beaucoup de doutes sur ce qui cause le plus d'empreintes. On sait que les équipements sont quelque chose qui pèse énormément. On sait qu'il y a des pratiques qui sont plus énergivores que d'autres, comme de la vidéo, comme les photos, etc., etc. Mais je dirais que voilà, on est encore aussi dans une phase d'évaluation en fait de ces impacts. Donc il y a des pratiques qu'on peut mettre en place doucement, mais il y a aussi se rendre compte que pour l'instant on est aux prémices en fait de ce numérique responsable. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs, même d'entreprises, je pense, qui n'ont pas conscience que le fait de dématérialiser, c'est aussi énergivore. Ce soit pour la fabrication des objets, mais même aussi pour le stockage des données, pour la transmission des données. Enfin, tout ça, c'est des choses aussi qui sont parfois un peu négligées. Je lisais justement une étude de l'ADEME que tu connais peut-être, qui disait, voilà, aujourd'hui, le numérique, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. D'ici 2025, ça sera peut-être doublé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça, ça prend une place assez importante. On pense souvent à l'aspect environnemental, mais finalement, toi, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas que l'environnement, ça en fait partie, mais il y a aussi toutes les questions d'accessibilité, d'inclusion, etc. Ouais, parce qu'on voit que, on aura l'occasion d'en parler, mais on verra que effectivement, sur tout ce qui est social media, mais de manière générale sur le numérique, on a tendance à concevoir des logiciels, des publications qui vont s'adresser à 80% de la population, ou les 90 peut-être, mais on va oublier les autres personnes. Et notamment, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a 14 millions de Français qui se déclarent éloignés du numérique. Alors, éloigné du numérique, ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que c'est de l'électronisme pur, mais c'est aussi simplement des difficultés à accéder à Internet, des difficultés à comprendre tous les environnements qui sont autour. Ça peut être assez large, mais en tout cas, il y a 14 millions de Français qui aujourd'hui disent moi, ce numérique, là, ce monde-là, il n'est pas si simple que ça pour moi à aborder. Donc on se doit effectivement de repenser nos pratiques et notre manière dont on agit avec le numérique. Et après, pour revenir sur l'empreinte environnementale, donc effectivement, aujourd'hui, on parle de 4% environ des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. On sait que beaucoup de ces émissions proviennent de nos équipements. Donc à titre d'exemple, on change de smartphone environ tous les 2 ans en France. Les smartphones, mais également plein d'autres équipements numériques. Là aussi, c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a effectivement l'empreinte environnementale de la production, de la fabrication de ces équipements, mais il faut voir aussi ce que ça cause en termes sur les populations qui sont amenées à concevoir, à produire plutôt ces objets. Hein. On parle évidemment de mines en République démocratique du Congo, où du coup on va créer à la fois des conflits armés, on va financer des conflits armés, on va également créer des déplacements de population, on va également faire travailler des enfants. Vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut du numérique responsable un article qui parle de ce problème. Aujourd'hui, il y a encore 40 000 enfants qui travaillent dans les mines pour nos équipements numériques. Donc, on voit en fait qu'il y a à la fois l'empreinte environnementale, elle est indéniable, parce qu'effectivement, il faut aller trouver des matières rares, c'est pas forcément si simple de les extraire, et puis juste produire un objet, c'est très lourd en termes de consommation d'énergie. Et de fait, il y a cette empreinte environnementale, mais il y a aussi en fait plein de choses au niveau éthique derrière. On connaît les conditions de travail aussi, qui ont été largement évoquées, peut-être sans doute pas assez, mais dans les productions, dans les ateliers, dans différents pays d'Asie, où les choses se font à la chaîne et dans des conditions qui sont pas forcément toujours très faciles pour les personnes qui sont amenées à travailler et à monter, à assembler ces différents équipements numériques qu'on utilise. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça, et ça c'est une partie des empreintes de l'empreinte environnementale. L'autre partie, c'est évidemment nos usages, le stockage que l'on fait, l'accumulation de données qu'on peut avoir sur nos équipements, qui font qu'à un moment donné on va accumuler tellement de choses sur nos équipements numériques qu'on va les ralentir, et que de fait on va accélérer leur obsolescence, puis également tout ce qu'on stocke dans le cloud, qui n'est pas non plus une chose très bonne, parce qu'on va multiplier les serveurs qui sont derrière. On pourra revenir sur ces questions de data center qui parfois sont un peu mal comprises, et parfois on entend beaucoup de choses qui ne sont pas forcément tout à fait justes par rapport à ça. Mais... Alors justement, est-ce que tu aurais 2-3 petits conseils ou bonnes pratiques? Parce qu'on se demandait, ça a l'air assez compliqué justement de se rendre compte, de mettre des choses en place, de savoir par où commencer.
On se demandait un petit peu si c'était à la portée de tout le monde, de toutes les entreprises, et s'il y avait des choses simples à faire justement à la portée de tous. Alors déjà, le point de départ, et on en revient souvent à ce point de départ, c'est les équipements. Donc déjà, en fait, c'est penser, quand on achète des équipements numériques, c'est penser une seconde vie. Qu'est-ce que je fais d'un ordinateur qui va, au bout de 3 ans, peut-être ne plus convenir à quelqu'un qui fait du graphisme parce qu'il a besoin peut-être de ressources qui sont très importantes? Qu'est-ce que je peux faire de cet équipement? Parce qu'il va servir encore à beaucoup de personnes potentiellement, pour faire de la bureautique, peut-être plus simple, etc. Enfin, des choses qui demandent moins de ressources. Donc, comment est-ce que je pense une seconde vie de mon matériel? Si il arrive en bout de vie à un moment donné, au bout de 3 à 5 ans, comment est-ce que je peux faciliter son reconditionnement, son recyclage, et donc mettre en place déjà une chaîne en fait, logistique avec différents acteurs pour s'assurer que mes équipements numériques ils vont être pris dans un cycle qui auront un minimum d'impact. Il y aura toujours un impact quand même assez important, mais en tout cas déjà s'assurer de ce cycle-là. Donc ça c'est sur les équipements. Et également du coup arriver aussi à revoir sa politique de gestion des équipements, comment est-ce qu'on fait pour moins renouveler, pour proposer peut-être aux collaboratrices et collaborateurs des smartphones avec une double carte SIM pour éviter de multiplier le nombre de smartphones que les collaboratrices et collaborateurs ont, etc., etc. Donc ça c'est pour la partie équipement. Qui est pas forcément toujours facile à gérer parce qu'il y a une profusion d'équipements, qu'il y a un appel de la nouveauté aussi, le souci de la performance aussi qu'on peut avoir en agence ou en entreprise aussi de manière générale et qui parfois en fait va pousser au mauvais choix. Par souci d'une performance, d'une recherche absolue de la performance, on va préférer changer de matériel plus rapidement, alors que parfois le matériel est encore tout à fait valable. Et puis après, il y a la partie usage, pratique. Qu'est-ce que je fais effectivement dans mon métier pour que je puisse un petit peu diminuer mon empreinte. Et là, effectivement, c'est pas toujours forcément facile de se repérer. Alors, il y a plusieurs choses que je peux évoquer. Si on regarde les usages qui effectivement sont les plus énergivores et qui vont coûter le plus, on va dire, à la planète, il y a la vidéo et les photos. Dans les usages globalement, effectivement, on se doute que quand on regarde une vidéo, ça consomme une certaine quantité de données et que du coup, effectivement, c'est pas forcément la meilleure pratique. Quand on compare un fichier Excel à une vidéo, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est effectivement me rendre compte d'où sont mes impacts, où sont les plus gros impacts. Okay. Comprendre qu'un email, effectivement, un email qui ne contient pas de pièces jointes, a un impact bien moindre qu'une vidéo quand je la consulte. Ça, c'est déjà pour se repérer, effectivement, vidéo, photo, email, comprendre que l'échelle, elle est d'abord sur la vidéo, ensuite les photos, ensuite les emails. Il y a beaucoup d'éducation, à mon sens, aussi à faire. Aujourd'hui, on se rend de moins en moins compte de la taille d'une photo. Quand je prends une photo avec un smartphone, elle fait quoi? 1 méga, 3 mégas, 500 kilooctets? Des fois, elle fait même 10 mégas sur les nouveaux smartphones. Mais qui le dit? Quel smartphone le dit aujourd'hui? C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quel smartphone dit le poids te fait une photo? On se rend compte du poids de la photo au moment où on la télécharge sur l'ordinateur? Et encore? Si, quand même. Mais donc, du coup, on a ce problème, ce rapport-là. Et aujourd'hui, on va dire que sur des générations qui ont connu, on va dire, MS-DOS et Windows 95, on va dire que et des disquettes et des clés USB qui faisaient 64 mégas, on est conscient du poids. Enfin, on se rend compte qu'effectivement, quand on avait 64 mégas sur une clé USB, tu te dis, bon, comment est-ce que je fais pour faire rentrer tout ce que j'ai à faire rentrer? Aujourd'hui, quand tu as une clé USB qui fait 1 Tera, peut-être pas une clé, mais enfin un disque dur qui fait 1 Tera, ta photo, elle fait 1 méga, 3 mégas, 5 mégas, on ne se pose pas la question. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire par rapport à ça et de se rendre compte, effectivement, quand je vais mettre une photo, par exemple, si on parle social media, quand je vais mettre une photo en ligne, Facebook, il ne va pas vous restreindre, ou très peu. Et Facebook et les autres, Facebook, Twitter et compagnie, vous êtes très peu restreint en termes de poids d'image. Donc, de fait, si ce n'est pas vous qui êtes responsable par rapport à ça, vous laissez en fait, je veux que ma photo elle soit magnifique, je vais mettre une photo avec une définition incroyable qui va peser 5 mégas à l'upload, mais ce qui en réalité est complètement inutile. Donc c'est à moi en fait de me rendre compte qu'effectivement une photo qui va peser 200 kilooctets, en fait, elle sera tout aussi belle publiée sur Facebook qu'une photo qui fait 5 mégas. Parce qu'aujourd'hui les plateformes ne sont pas responsables par rapport à ça.
On pourrait aussi imaginer que les plateformes, demain, quand vous êtes sur YouTube et que vous uploadez une vidéo de 2 minutes et qu'elle fait 2 gigas, que YouTube vous dise, bon là, c'est peut-être pas très raisonnable, en fait, 2 minutes de gigas, c'est pas normal. Ce serait la responsabilité de la plateforme. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les plateformes sont peu responsables par rapport à ça, parce qu'elles sont peu organisées elles prennent peu en compte cet aspect-là. Donc ça veut dire que c'est à l'utilisateur de faire attention. Et en tant que social media manager, on peut tout à fait dire, bah voilà, nous, en fait, quand on publie des photos sur les réseaux sociaux, on fait en sorte qu'elles ne dépassent pas, 300 kilooctets. Honnêtement, une photo qui fait plus de 300 kilooctets sur Internet, franchement, alors à moins d'avoir un écran vraiment géant pour l'avoir, on verra pas la différence en fait de qualité. Ouais, c'est clair. Du coup, il y a une vraie question de la compression aussi du fichier et qui peut avoir un impact vraiment direct. Effectivement, c'est vrai que nous, on a beaucoup de clients qui veulent que les photos qu'on publie ou les vidéos qu'on publie soient en HD, elles soient magnifiques. Ouais. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il y a une consommation des contenus qui est tellement forte depuis smartphone qui fait que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre une vidéo en HD quand on sait qu'elle va être consommée sur un téléphone avec un écran plus petit. Mais même, on peut, et d'ailleurs dans la même logique, quand je vais prendre, si je travaille avec mon smartphone en situation de mobilité en tant que social media manager, comment je fais pour contrôler la qualité pour uploader une photo qui ne va pas peser justement 3 mégas. Alors qu'à un moment donné, si vous prenez une photo, effectivement, parce que vous êtes sur un événement, vous publiez la photo sur Twitter, à l'upload, si vous prenez le fichier original, il va peser 3 mégas. Donc qu'est-ce que je peux faire en fait sur mon smartphone, qu'est-ce que je peux installer pour permettre de réduire en fait avant upload la qualité de mon image. Aujourd'hui, ce qui peut-être pour compléter aussi, ce qui coûte aujourd'hui, c'est souvent en fait on dit héberger des vidéos, des photos, etc. sur le cloud, c'est une catastrophe environnementale. Et on va dire les data centers sont une catastrophe environnementale. C'est ça en fait comme réflexion qu'on a. En réalité, les data centers, une donnée qui est hébergée, bon, oui, c'est un poids pour l'environnement, mais finalement, aujourd'hui, on n'observe pas une réelle augmentation en fait, de la consommation de données liée aux data centers eux-mêmes, même s'il y a une quantité de données astronomique qui s'accumule. On va arriver à un point, à un moment donné, où on ne pourra plus absorber tout ça, parce qu'on est sur, pour l'instant, une miniaturisation des serveurs, et donc peu à peu, on arrive à diminuer, on va dire, leur taille et leur consommation, mais à un moment donné, on va arriver quand même à un point de saturation, ça c'est une chose. Mais aujourd'hui, donc en tant que tel, on ne peut pas accuser les data centers d'être une catastrophe environnementale. En revanche, ce qui coûte cher, c'est en fait parce que nous, on fait appel à ces éléments sur nos terminaux à la fin. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on va faire jouer les réseaux et appeler sur nos terminaux, là, on va consommer énormément d'énergie. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ce qui est stocké sur les serveurs, là, effectivement, c'est une empreinte. C'est la bande, en fait. Voilà, c'est la bande, c'est nos terminaux, c'est nos terminaux en tant que personnes qui coûtent fortement. Alors effectivement, c'est aussi lié à ce qui est stocké au début. C'est sûr que si on stocke une photo qui fait 3 mégas et qu'on la télécharge, c'est très différent que de télécharger une photo qui fait 300 kilooctets. Ouais. Et justement, sur son téléphone, est-ce qu'on a des applis qui sont utiles pour contrôler ça ? C'est effectivement une très bonne... c'est une réflexion que je me faisais en même temps qu'on en parlait. Peut-être qu'on pourra mettre des liens avec le podcast, parce que c'est certain que ça doit exister. Donc j'aurai plaisir à mettre des liens. Alors moi, j'aimerais bien qu'on creuse le sujet côté social media, justement. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'éco-responsabilité, mais dans le social media, justement ? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ? Il y a cet aspect que j'évoquais sur effectivement ma problématique en fait, en tant que social media manager, c'est que je suis amené à publier du contenu visuel, et on sait que c'est le contenu visuel qui plaît. Si je n'étais amené à faire que des tweets avec du texte et des posts de manière générale sur les réseaux sociaux avec du texte, je ne dis pas qu'on pourrait en faire autant qu'on veut, mais enfin, un texte publié, c'est quand même assez léger en termes d'impact. Encore une fois, c'est des choses qui sont en évaluation, mais envoyer un email avec seulement du texte, envoyer un message sur les messageries instantanées avec que du texte, etc., c'est un impact qui est faible, en tout cas extrêmement faible, comparé au moment où je vais publier une photo ou une vidéo. Donc mon enjeu, en fait, il est quand même de se dire, comment est-ce que je peux essayer de limiter quand même le contenu, le nombre de contenus visuels que je produis.
c'est un peu un leurre, hein, parce que on est quand même dans une oui. époque qui pousse à cela. Instagram a un succès qui n'est pas... voilà, s'il est là, c'est bien parce qu'aussi il y a ce contenu visuel qu'on pousse. Mais en revanche, ma responsabilité, elle peut quand même d'ores et déjà s'exercer. Comme je le disais, quand je suis à l'upload, quand je suis au moment de téléverser une image sur le réseau social, qu'est-ce que je fais pour éviter de balancer une image qui fait 3 mégas ou 5 mégas ? Parce que je peux envoyer une photo qui fait 200 kilooctets, l'utilisateur final ne verra pas la différence. Donc de la même façon, quand je fais une vidéo, comment est-ce que je fais pour la compresser au maximum ? Est-ce que j'ai besoin en fait sur YouTube de proposer le 720, le 400 machin ? Peut-être qu'une qualité à 300, à 480, ça peut suffire. Donc déjà en fait c'est là ma première responsabilité que je peux exercer en tant que social media manager, c'est avoir cette capacité à me dire bon attention quand je upload, je cherche à réduire. Et là déjà je viens proposer quelque chose qui va diminuer un petit peu mon empreinte environnementale. Donc c'est un premier point, et c'est sur l'empreinte environnementale. Et après les autres points sur lesquels du coup on peut parler donc d'éco-responsabilité ou de responsabilité encore une fois ou de manière générale. Il y a ma pratique aussi au niveau éthique et inclusive. Alors, sur la pratique éthique, je vais prendre un exemple simple. Si on fait de la publicité avec les réseaux sociaux, comment est-ce que je peux éviter de produire un retargeting qui martèle mes utilisatrices et utilisateurs ? Aujourd'hui, on sait que le retargeting est quand même un fléau parce qu'à un moment donné, ça devient beaucoup trop intrusif. C'est un produit c'est un outil qui est intéressant, mais qui est encore trop mal utilisé, parce qu'on va du coup utiliser le retargeting à tout va, et de fait on va bombarder en fait les publicités retargetées en masse. À un moment donné, ça produit aussi un contre-effet sur la personne. Oui. Donc ça c'est un premier point qu'on peut voir. Après, on a des garde-fous aujourd'hui sur notamment les indicateurs que nous donnent les plateformes, comme le taux de répétition. Où là, on peut commencer à se dire, quand la répétition elle est supérieure à 2,5, voire 3... Mais ça dépend du client après peut-être. Oui. Ça dépend de l'agence et du client. C'est-à-dire que ça dépend de la capacité de l'agence à apporter le conseil et à raisonner le client aussi, j'imagine. Après, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que plus un message est répété sous le même format, plus ça va avoir un impact négatif sur l'image de marque. Donc au final, c'est aussi à l'agence ou au freelance ou à la personne qui va gérer la publicité de vraiment recommander aussi à son client, peut-être de diversifier les formats ou même totalement de limiter l'usage du retargeting juste pour des campagnes vraiment qui sont stratégiques. Parce que c'est vrai que souvent, on fait du retargeting pour des choses qui sont totalement inutiles. En plus, et puis après, donc il y a un autre sujet qui est globalement l'accessibilité en fait de ce que l'on fait. Alors il y a 3 choses. Alors aujourd'hui, les sous-titres aujourd'hui sont produits sur les vidéos. Pas pour des questions d'accessibilité, mais finalement plutôt parce que les personnes, les utilisateurs et utilisatrices ont pris l'habitude de ne pas regarder les vidéos avec du son. Mais donc c'est une bonne chose pour l'accessibilité, donc c'est pas très grave, tant mieux. Surtout pour les vidéos qui sont très techniques, parce que en fait, souvent on se dit l'utilisateur va le regarder sans le son, mais parfois on a nous-mêmes des vidéos où quand on les écoute, au moment où on va les sous-titrer, on se rend compte que c'est hyper technique comme sujet, et que c'est plus facile à comprendre en lisant des sous-titres qu'en écoutant la personne parler. Il y a autre chose en revanche, c'est beaucoup dans les photos, des choses qui sont faisables, notamment sur Twitter. On peut ajouter, donc à la manière de ce qu'on fait quand on publie une photo sur un site internet, on peut ajouter un texte alternatif. Ça c'est quelque chose qui est assez essentiel et qu'on fait encore trop peu. Il y a une fonction qui est texte alternatif sur les photos quand je les publie. Je ne sais pas si vous prenez l'habitude de le faire, mais c'est une pratique qui est très bien. Permettre aux personnes notamment qui sont en situation de déficience visuelle de pouvoir avoir accès au contenu de la photo avec un texte explicatif. Tout ce qui est intéressant, c'est qu'avec Twitter, j'ai plus exactement la limite, mais on est à plus de 1000 caractères, donc ça veut dire qu'on peut mettre un texte descriptif qui est assez complet pour permettre du coup aux personnes de comprendre ce qui est dans la photo qu'on a publiée liée au tweet qu'on a fait. Donc ça c'est une première chose. Sur LinkedIn, on peut aussi le faire depuis pas très longtemps. Après, c'est vrai que c'est difficile souvent de le systématiser, notamment quand on va utiliser des outils tiers pour publier sur les plateformes. Parce qu'on programme beaucoup les contenus et on ne peut pas toujours ajouter de texte alternatif. Par contre, si on est en natif sur la plateforme, effectivement, c'est une bonne pratique. Donc il y avait ces deux choses, et puis la troisième chose, l'écriture inclusive.
Alors l'écriture inclusive, c'est assez intéressant parce que c'est un outil que moi j'aime bien, parce que je trouve que c'est extrêmement important qu'on puisse dire, qu'on puisse se rendre compte qu'on a une langue aujourd'hui qui est quand même compliquée parce elle oublie 50% de la population, et même 51% de la population. Donc notre langue a quand même cette particularité, hein, de faire ça. Quand on compare ça à l'anglais, ça n'existe pas. Donc du coup, il faut qu'on trouve une solution. Et l'écriture inclusive, malheureusement, n'est peut-être pas la solution en fait la meilleure. Aujourd'hui, l'écriture inclusive, et moi je l'ai fait par expérience, hein, c'est qu'à un moment donné, moi je tweetais beaucoup en écriture inclusive, et on me l'a reproché en me disant ce que vous faites n'est pas accessible en fait. Le problématique de l'écriture inclusive, c'est que s'il y a une personne qui est en situation de déficience visuelle, quand elle va, son navigateur va lui lire du coup de manière audio, lui retranscrire de manière audio du coup le contenu de la publication. Ouais. Bien évidemment, avec l'écriture inclusive, les abonnés.e.s sont acceptés.e.s. Ouais. Ça devient quelque chose d'assez inaudible. Je vous conseille d'aller regarder un peu sur Internet pour voir ce qui se passe. Et donc, de fait, malheureusement, c'est pas une solution qui est la meilleure. Donc, la solution, moi, qu'aujourd'hui que j'aime bien utiliser, mais qui est carnivore en termes de caractère, c'est de mettre les deux, les collaboratrices et collaborateurs, par exemple. Ouais. Mais après, c'est difficilement conciliable parfois avec un Twitter qui vous dit qu'à 280 caractères, il faut s'arrêter. C'est ça, avec l'impératif de taille, c'est vrai que c'est... Voilà. Mais par contre, si on a la possibilité de le faire, toi, tu recommandes vraiment d'essayer de mettre les deux formats. Je pense qu'aujourd'hui, on a ce devoir de quand même avoir ça en tête, que notre écriture oublie 51% de la population, qu'on manque de représentation des femmes de manière générale quand même dans beaucoup de métiers, beaucoup de fonctions à haute responsabilité, qu'on se doit du coup de montrer des modèles de femmes qui réussissent, et aussi particulièrement dans les métiers du numérique, où aujourd'hui on est entre 25 et 30% de femmes dans les métiers du numérique. Donc on se doit du coup de véritablement bien rendre compte que cette population-là, c'est pas une minorité, loin de là, puisque c'est 51% de la population, et que notre langue, de fait, a tendance à... Voilà, c'est pas un directeur de communication, si c'est une femme, c'est une directrice de communication, c'est pas un développeur web, c'est une développeuse web, etc. etc. Et aussi, parfois, je dis développeuse parce qu'on entend des personnes qui vont vous dire « Ouais, développeuse, c'est moche ». Et ça vous en avez. C'est aussi des choses qu'il faut qu'on brise. C'est pas parce que c'est moche qu'on a... Ouais, puis c'est pas moche. Enfin, c'est aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et ça, c'est la problématique, c'est qu'on on s'est habitué à entendre des termes aussi avec un terme masculin. Et donc on l'entend pas au féminin, et donc de fait on décrète que... Mais non. Enfin, et donc il faut qu'on impose ces termes-là aussi, et qu'on choisisse. Alors c'est aussi s'arranger, est-ce qu'on fait des accords de proximité après derrière, est-ce que c'est de l'écriture inclusive parfois, enfin, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à prendre en compte ces problématiques-là, si on veut tendre vers une société qui est le plus paritaire possible, le plus égalitaire possible, ce qui est encore loin d'être le cas. Très bien. Et justement, par rapport à tout ça, ces choses à faire au quotidien que tu nous conseilles, est-ce que tu connais des outils pour mesurer son impact au quotidien? Donc, vous parliez tout à l'heure sur smartphone pour les photos, mais est-ce qu'il existe d'autres outils? Alors, je vais vous renvoyer au site de l'Institut du numérique responsable, donc c'est institutnr.org. On a une page qui est dédiée justement, qui liste différents outils qui permettent de mesurer, et justement en fait on est bien sur les trois pans en fait, environnemental, éthique et inclusive, à la fois donc mesurer effectivement son empreinte environnementale d'une part, mais également aussi mesurer son niveau d'accessibilité. Donc on parle surtout au niveau web, niveau site, au niveau social media c'est plus difficile d'évaluer exactement son empreinte. Et c'est difficile à faire parce qu'on n'est pas les concepteurs, pas les développeurs d'un Twitter, d'un Facebook, etc. Déterminer l'empreinte exacte d'une publication, alors là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais c'est ça qui est intéressant dans le numérique. C'est aussi, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit que le numérique commence à se remettre en question assez rapidement finalement par rapport à plein d'autres secteurs. Si on prend le secteur de l'automobile, il a mis un peu plus de 100 ans avant de se dire bon, peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie.
numérique, on n'est pas si loin que ça du début, notamment par rapport à Internet. Donc c'est bien qu'on voit qu'il y ait une vraie remise en question et de voir comment est-ce qu'on peut changer les pratiques. Donc on est toujours dans les phases d'évaluation. Il y a des outils qui n'évaluent pas encore tout, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent. Ça marche. Alors, une question assez... vraiment une réponse toute simple. Si nous, demain, on a envie de se lancer dans le virage de la communication éco-responsable, selon toi, par quoi est-ce qu'on commence ? Pour moi, le point de départ... Bref, il y a toujours 3 points de départ, en fait. C'est qu'à un moment donné... je pense, en fait, se dire que si je systématise, en fait, la compression de mes fichiers avant de les mettre en ligne, et ça je pense qu'on a beau y penser peut-être souvent, le systématiser 100% du temps, c'est peut-être loin d'être gagné. Donc ça, c'est un premier point. On le fait quand on va produire des contenus pour un site internet. Voilà. Nos images, on y poste systématiquement parce que ça a un impact sur le référencement naturel. Là, on est presque... C'est même pas de l'incitation, hein, on est obligé de le faire. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement pour les réseaux sociaux. On néglige cette partie-là. C'est clair. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, du coup, moi, c'est l'accessibilité qui me semble être indéniable. C'est systématiser aussi le côté accessible de mes publications. Et puis aussi, un dernier point qui me semble important, c'est travailler sur... je l'ai plus en tête. Déjà ces 2 points là c'est important. Et si sur le côté inclusif, une dernière chose aussi, on a parlé de la problématique de la place des femmes de manière générale, on va dire, et donc d'une écriture qui peut être inclusive d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi autre chose, c'est la question de la représentation et des stéréotypes. Et là aussi, en fait, c'est très difficile quand on est dans la publication sur les réseaux sociaux, mais même de manière générale, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, de ne pas tomber dans les stéréotypes. Comment est-ce que je fais pour représenter... on va représenter des personas quand on va publier des choses. Si on prend les banques d'images, par exemple, je prends les banques de photos, gratuites, libres de droit, ou même pas d'ailleurs gratuites, libres de droit, mais quand je prends les banques photos, ou même les banques d'icônes également, on va se rendre compte très rapidement qu'ils sont stéréotypés. Et donc, comment je fais pour pas forcément toujours représenter des femmes, une femme en jupe, un homme en cravate. Et puis Bill derrière son bureau et madame qui porte les dossiers. C'est exactement ça. Donc, il y a un vrai enjeu par rapport à ça pour éviter ces stéréotypes-là. C'est dans le choix d'illustration, en fait, on a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, je vous invite aussi pour voir effectivement qu'on est vraiment dans des problématiques fortes de stéréotypes, de taper jouet pour filles sur Google et jouet pour garçons. Vous allez voir l'enfer en fait dans lequel on est. Oui, je le vis au quotidien en ce moment. Donc, Ça marche. Ok, merci. Avant de terminer, j'aimerais te poser une question. Donc, c'est une question que j'aime bien poser quand on arrive à la fin du podcast. C'est est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter qui t'a fait prendre conscience justement de l'importance de ce sujet? Il y a eu plusieurs déclics. Mais en fait, à certains moments, quand vous vous rendez compte, en fait, notamment en cours, que la proposition d'aller faire du marketing digital, elle va pousser à certaines pratiques qui vous correspondent plus, où vous dites, là, il y a quelque chose par rapport à l'environnement. Vous voyez que vous poussez, en fait, et vous cherchez, par exemple, sur le Black Friday, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. À un moment donné, du coup, je me suis toujours questionné par rapport au Black Friday. En même temps, il y a une vraie opportunité pour beaucoup d'entreprises. Et si on regarde aussi beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, on aura l'occasion il y a certaines entreprises traditionnelles qui se positionnent sur le Black Friday parce qu'elles ont à un moment donné aussi un impératif de sauvegarder des emplois, de préserver aussi un équilibre d'entreprise. Et en même temps, aujourd'hui, le Black Friday, on sait que c'est une cause, c'est une forte problématique environnementale.
Et donc par rapport à ça, en fait, quand vous faites du marketing digital, qu'est-ce que vous dites en fait aux étudiants? Est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller? Et là, en fait, on se rend compte que le conseil aussi, par rapport à ce qu'on observe, on se dit qu'il y a peut-être un hiatus en fait, et c'est peut-être temps de revoir en fait notre façon de faire du e-commerce, et notamment le e-commerce. Je pense que c'est surtout dans ces moments-là en fait où on parle e-commerce, on dit bon là il y a des grandes étapes, il y a un calendrier aujourd'hui avec les marronniers, avec tous les marronniers, toutes les opérations à pas louper, la fête des mères, la fête des pères, la fête de ceci, et puis le Black Friday. Est-ce qu'il faut en fait prendre en fait chacun de ces moments en fait du calendrier et en faire une opération commerciale obligatoirement, et vraiment quand vraiment vous dites bon il y a ce calendrier et allez-y piocher dedans, en fait vous dites non peut-être oui regardez ce qui est vraiment en accord avec vos valeurs, ce qui a du sens. Je veux dire, si je prends par exemple, je vais pas citer la marque, mais il y a une marque d'enceinte qui proposait des produits, et je crois que cette année ils l'ont pas fait d'ailleurs, mais spécifiques pour la fête des mères et pour la fête des pères, mais on parle d'enceinte. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des produits qui sont plus pour les femmes et plus pour les hommes, et donc peut-être que l'opération commerciale, il faut peut-être qu'elle se porte différemment. En tout cas on peut trouver vraiment des moyens de dire chaque moment de fête entre guillemets n'est pas forcément une opération commerciale à réaliser, et on doit prendre en compte effectivement quel impact ça a derrière, et je crois que ça c'est aussi un moment où on se rend compte que on a envie de promouvoir autre chose, et notamment quand on enseigne auprès d'étudiants et d'étudiantes qui sont demandeurs et demandeuses de changement. C'est plutôt sur l'enseignement du coup que ça a basculé. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, je pense connaître la réponse, mais est-ce que, comme à chaque fois, tu pourrais conclure ce sujet en 3 mots? Mais du coup, je pense que tu nous les as pas mal répétés déjà. Oui, effectivement, oui. Empreinte environnementale, ça en fait 2, mais l'empreinte environnementale, inclusion et accessibilité, et éthique, pardon. Inclusion et éthique. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toi d'être venu discuter avec nous d'éco-responsabilité. Avec grand plaisir. Et peut-être qu'on aura l'occasion de t'avoir à nouveau derrière le micro du pod, un de ces 4. Avec grand plaisir. Merci Rémi. Merci Rémi. À très bientôt. Et bon retour à Paris, du coup. Merci, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode du pod. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire part de vos conseils, vos impressions, nous poser vos questions ou faire une suggestion. Qui sait, vos retours pourraient nous donner plein de belles idées pour la suite. Je vous dis merci pour cet échange et à très bientôt pour un prochain épisode du pod.